Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la relève du divertissement. Alors cette semaine, j'ai tout simplement envie de vous parler de quelque chose que j'ai décidé de faire, étant donné que je me fais pousser les cheveux depuis bientôt 2 ans, j'ai décidé de les raser et donc je vais donner de l'argent à Leucan pour aussi m'encourager et donc me raser les cheveux. Donc si vous voulez le faire, vous avez juste à aller dans le lien qui est dans la description. Puis vous allez pouvoir donner un peu d'argent, ça dépend du montant que vous voulez, ça dépend de votre portefeuille. Mais bref, ce serait très apprécié que vous faisiez ça. Donc, bref, fini sur ce point. Je vais parler du podcast que je viens d'enregistrer. J'ai reçu David Bocage, Monsieur Podcast. Cet individu-là est parfait pour ce médium-là. Il est parfait, il est intéressant, il connaît plein d'affaires sur plein de sujets variés. On a parlé de musique, on a parlé d'humour, on a parlé de hockey, on a parlé du fait que mon père écoute des fanfares. Bref, super beau podcast, super le fun, j'ai vraiment aimé ça, j'aurais parlé avec lui pendant 4 heures. Fait que c'est ça, je vous souhaite un bon podcast tout le monde, bon podcast. OK. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est un peu sur justement le passage à l'âge adulte, mais aussi toute cette machine-là qui est le junior, qui est comme des enfants, là, finalement, qui jouent au hockey. Fait que est-ce que c'est la chance d'aller voir ça? Il est sur le site de l'ONF gratuit. C'est comme c'est un peu un film culte là, dans le monde du hockey, mais comme c'est vraiment. C'est drôle, mais c'est touchant, c'est plein d'affaires. Puis cette saison, j'avais reçu un des gars qui était un des protagonistes, qui avait 16 ans, mais qu'aujourd'hui il a 32, puis il habite en Australie, puis tout ça. OK, wow. Genre, je recevais les réals pour faire comme « Hey, on revient sur ce film-là », puis c'était un couple qui avait fait ce film-là à l'époque. Fait que, bref, c'était eux, mais s'il y en a qui... Si t'as la chance d'aller voir ce film-là, Junior, là, c'est indépendamment de la relation au hockey, c'est vraiment un bon film, un bon docu. Fait que si t'as la chance d'aller voir ça, ça vaut la peine. Mais écoute, ton podcast est excellent pour n'importe qui se connaît au hockey, mais qui se connaît même pas du tout au hockey. Moi, je m'y connais pas tant que ça. Ouais. Mais c'est quand même très facile, c'est quand même très accessible. Je l'espère. Est-ce qu'on a commencé? Je le savais pas. Moi, j'ai parti. Ouais. OK, cool. All right. Mais bref, tu disais que tu l'espères que c'est très accessible. Oui, j'espère que c'est accessible parce que c'est ça le but. Je voulais pas que ça soit... tu sais, je suis un geek de hockey, puis on a notre page là, avec le podcast qui s'appelle J'adore avec un casque Jofa, où on se partage des jokes vraiment nichés. Mais le podcast, j'ose espérer qu'il peut ratisser assez large, puis que ce qui m'intéressait dans Dreadful Tape, c'était pas... Oui, ça part du hockey, qui est notre espèce d'obsession nationale, mais c'était de s'intéresser à des parcours, puis à des histoires, puis à des gens qui ont des histoires intéressantes, puis dont on parle pas nécessairement dans les médias traditionnels, comme justement les réalisateurs d'un documentaire de 2008 sur le hockey junior. Tu sais, ce documentaire-là, je l'ai envoyé à plein d'amis qui n'ont aucun intérêt pour le hockey, puis ils l'ont regardé, puis ils sont comme « Hey, c'était vraiment bon ce documentaire-là, voici ce qu'ils en pensaient, puis on en a discuté. » Fait que j'ai beaucoup de gars et de filles qui m'écrivent, il faut me dire personnellement, j'aime pas le hockey, mais j'écoute ton podcast. Puis ça, c'est comme un peu l'ultime compliment de comme, tu sais, parler de la game d'hier soir du Canadien ou du powerplay, ça m'intéresse pas, puis je comprends. Mais ton épisode sur des athlètes paralympiques qui jouent au hockey luge, je trouvais ça cool. Ben ça, c'est hot. Je trouve que c'est ça le fun. Puis c'est ça qui est un peu mon défi, d'aller chercher des invités de... oui, des gros noms que t'es content de savoir que Brian Burke ou que Peter Forsberg puis que Daniel Brière sont venus, mais de se faire, attends, c'est qui Elisabeth Giguère? C'est une Québécoise qui est comme la meilleure joueuse du réseau universitaire américain, mais comment ça fait qu'on la connaît pas? C'est comme, elle est en train de briser des records, puis de... Fait que j'aime ça un peu comme ratisser large sur le spectre un petit peu de la planète hockey. Non. Excuse-moi, j'étais... juste m'assurer que le gars de son meurt. Fait que c'est ça, c'est ça mon trip avec Dreadful Tape, puis faire découvrir le monde, puis je trouve que c'est cool. Il y a un gars qui m'a même dit, moi j'écoute pas les épisodes avec les gens que je connais. J'écoute juste les épisodes quand je connais pas le nom. T'sais, alors que souvent, c'est l'inverse. Les gens vont être comme, non, je vais juste cliquer ces noms que je connais, puis les autres, je m'en fous. Puis il y en a qui m'ont dit, non, moi, c'est le nom que je connais pas. Les autres, j'y connais déjà, puis j'ai déjà vu peut-être dans telle autre entrevue. Fait que je veux aller écouter ceux que je connais pas parce que ils nous font confiance qu'on leur fait découvrir des gens, tu sais, je savais pas que cette personne existait. Bref. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir l'idée, mettons, de recevoir un réalisateur qui a fait un film à l'ONF en 2008?
Ben, parce que je suis cette personne-là. OK. Je suis la personne qui a checké tous les documentaires de hockey, tous les films, toutes les affaires nichées, un petit peu random que juste les plus férus ont vu. Fait que ce documentaire-là, c'était comme un documentaire culte là, dans le monde du hockey. Comme, ça avait eu même un gros impact, selon certains, sur le hockey junior, puis sur le traitement des jeunes, sur l'espèce d'accompagnement scolaire. Il y en a qui disent que la Ligue de hockey junior aurait revu un peu ses pratiques après le documentaire, tellement que ça avait comme... pour certains, fait mauvaise presse aux juniors majeurs, puis la manière qu'on traite nos jeunes, c'est peut-être pas idéal. Là, fait que ce documentaire-là, il est ultra culte dans le monde du hockey, puis encore quand même probablement méconnu, vu que c'est quand même un documentaire de l'ONF. Ça n'a pas été quelque chose qui a eu, qui a été mainstream, mais quand même qui a eu un super beau succès. Fait que moi, de ce film-là, depuis que j'ai commencé le podcast, j'étais comme, c'est sûr, il faut que je reçoive les réalisateurs. Ce qui est un gars et une fille, Stéphane Thibault puis Isabelle Lavigne. Puis cette année, quand j'ai fait le podcast avec Benjamin Brault, qui est un des gars qui était le jeune, que c'était son année de repêchage dans le documentaire, puis qu'à la fin, on le voit au repêchage, tout ça. Lui, il est rendu en Australie. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Hey, moi, c'est mon ami. » Puis là, il m'a mis en contact avec Benjamin. J'ai fait un podcast avec Benjamin, justement, que les gens qui ont vu le documentaire ont écouté. Là, il y a un gars qui a écouté cet épisode-là, qui joue au hockey avec Stéphane Thibault, qui était un des réalisateurs de Junior. Il a dit « Hey, il y a un épisode d'un podcast avec un des gars de ton film. » Hein? Là, Stéphane est allé écouter ça. Stéphane m'a écrit, il m'a dit « Hey, j'ai écouté l'épisode avec beaucoup de plaisir. » Puis moi, je pense que je l'avais dit souvent à travers les saisons, parce qu'on essayait de les rejoindre, mais vu que c'était un petit peu tough, vu qu'eux, ils font des films, mais sont plus exactement nécessairement à l'ONF, c'était un peu tough de les retrouver, puis ils étaient plus un couple, fait que c'était difficile, par les réseaux sociaux et tout ça. Fait que finalement, c'est lui qui m'a réécrit, puis là, j'ai dit hey, ça fait comme 5 ans que je vais vous recevoir. Puis là, il a dit OK, je vais contacter Isabelle, qui est l'autre réalisatrice, puis on a fait ça. C'est où que ça t'a amené? C'est quoi la plus grande fierté que Dread sur le tape t'a apporté? Bien, honnêtement, la première fierté que ça m'a apporté, c'est le podcast en tant que tel. Tu sais, que là, ça fait déjà 5 ans qu'on a créé cette communauté-là, puis qui a trouvé une réponse, le podcast. Tu sais, quand je l'ai commencé, il y a 5 ans, je ne savais pas s'il y avait des gens que ça intéressait, là, tu sais, que s'il y avait une réponse pour ce genre d'affaires-là. Oui, OK, ça marche au Québec, mais tu sais, de cet angle-là que moi, j'approchais, est-ce qu'il y a juste moi qui ça y tente d'entendre ça ou puis de faire ça? Puis finalement, d'avoir construit une communauté puis de savoir qu'en ce moment, il y a comme à chaque épisode, il y a des milliers d'épisodes, des milliers de personnes qui écoutent l'épisode. Je fais comme, hey, c'est quand même fou ce qu'on a construit puis qui a grossi très, très, j'aime pas le mot organique, là, mais comme c'est vraiment ça, tu sais, que ça a commencé avec un petit noyau, puis là, les gens dans leur ligue de garage, tu connais ça, de le tape, des gars sur un chantier, mais qui mettent les épisodes il y a des gars qui mettent des épisodes dans le shop, puis c'est les épisodes qui tournent, d'avoir construit cette affaire-là, ça, c'est vraiment l'affaire que je trouve le plus cool, parce que, tu sais, je m'étais promené, on parlait tantôt avec Nicolas, tu sais, Jay fait son podcast ici, je m'étais déjà promené avec Jay à Oshiaga, ce qui est comme infernal. S'il y a des gens qui veulent voir c'est quoi un stage en popularité, promène-toi avec Jay du Temple à Oshiaga, puis il faut se faire arrêter aux secondes. Puis souvent, les gens qui venaient me voir ou qui osaient me parler, c'était pour me dire « Hey, on est sur le tape, man. C'est hot. Attends, estime, man, continue. » Puis ça, c'est cool, tu sais, que les gens, il y a tellement... Tu sais, un podcast, il y a comme une relation encore plus un peu, je veux dire, serrée avec l'auditoire. Il y a quelque chose de très, très personnel dans le contact. Puis ça, je trouve ça vraiment cool de comme... Tu sais, c'est comme si tu es un peu ami à la relation comme de l'animateur puis des fans. C'est tellement une affaire souvent plus pointue que c'est comme si tu étais des amis en train de jaser dans la même pièce. Puis je trouve ça cool d'avoir comme trouvé notre monde, tu sais, puis cette gang-là. Puis là, on a même transféré sur notre groupe Facebook. Puis ça, je trouve ça cool. Après ça, c'est sûr que tout, être allé en Suède, être allé voir Peter Forsberg, c'est vraiment cool. Puis c'est des affaires que quand tu passes dans la chambre d'enfant chez tes parents, tu penses pas que tu vas te ramasser dans le nord de la Suède avec Marcus Naslund. Mais ouais, bref, c'est ça. Il y a toutes ces petites affaires-là. Mais je pense aussi, une autre affaire que je suis fier, c'est... j'ai quand même pris au sérieux le podcast. Là, je me prépare, on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de passion dans le choix d'invités, de toujours amener des meilleurs invités, de faire évoluer le podcast. Puis je pense que
aussi en termes d'intervieweur, même si c'est pas mon métier premier, de m'être quand même un petit peu amélioré à travers les années, puis que les épisodes, puis que le podcast soit meilleur aussi. Ça, j'ose espérer qu'il y a une certaine courbe d'apprentissage, puis ça, je suis quand même fier de ça. Mais tu dis justement que plus jeune, tu t'imaginais pas aller en Suède pour jaser avec plein de sportifs de haut niveau. Tu as commencé à triper sur le hockey à quel moment? Moi, ma grand-mère m'a conté une histoire que je fais, OK, j'ai pas choisi d'aimer le hockey. Dans le fond, c'était dans mes gènes. Ma grand-mère m'a raconté qu'elle a rencontré mon grand-père au Forum de Montréal pendant une game de hockey. Fait que dans le fond, j'ai pas choisi d'aimer le hockey, c'est dans mes gènes, Simon-Pierre. Mais pour vrai, c'est, écoute, je pense que c'est pas l'affaire la plus originale au monde, mais n'importe quel petit Québécois baigne là-dedans, là, d'une part. Mais non, quand j'étais jeune, je pense que ça a commencé à 5-6 ans, j'ai commencé à jouer au hockey, puis tout ce qui était... Évidemment, ici, le Canadien, c'est comme le Messi, mais moi, j'ai vite réalisé que c'était pas juste le Canadien, c'était le hockey. Puis, comme je l'avais dit, justement, puis ce qui avait mené à la rencontre de Peter Forsberg, c'est que mon premier livre à vie, c'était un petit livre, je sais pas si tu te souviens de la collection Scholastique. Ouais. Qui était une genre de... que j'avais acheté ça au salon du livre, c'était un livre sur Peter Forsberg, c'est sa biographie. Puis quand j'y ai montré en personne, il était comme « What? Un livre sur moi en français? » Tu sais, comme une langue qui parle même pas. Il était comme... Puis j'étais comme... Déjà, tu voyais que j'allais pas comme finir en littérature quand ton premier livre, c'est sur Peter Forsberg. Mais non, c'est ça. Puis je sais pas, on dirait que j'avais cette obsession-là. Tu sais, quand t'es jeune, t'as besoin d'une passion. Je pense qu'il y en a que c'est la musique, le sport, les sciences, peu importe c'est quoi. Puis moi, ça a comme été... Ma première passion, ça a été le hockey. Il y avait quelque chose là-dedans de comme... Oui, ça, tout ça, oui. Fait que j'adorais jouer. Puis je pense que ça a été... ça a été la genèse de cette déviance grave. Puis tu dis que ton premier livre, ça a été un livre sur Peter Forsberg. Quand tu l'as rencontré, ça a été comment? Ça a été quoi comment tu t'es senti? J'imagine que tu as bloqué. Écoute, c'était à la fois onirique et érotique. Non, mais c'était malade, honnêtement. Honnêtement, tu peux avoir beaucoup d'attentes pour des moments comme ça. On avait fait une campagne de sociofinancement, on avait ramassé l'argent. OK, il faut qu'on le trouve. Ça avait été une grosse épopée. Puis, tu sais, ça peut quand même... on dit souvent, rencontre pas tes idoles, tu peux être déçu. Puis, il a tellement été génial. Il n'a pas été à la hauteur, il a été au-delà de mes attentes. Moi, on est arrivé là, on avait déjà fait des podcasts, on arrivait du nord de la Suède, on était revenu à Stockholm, puis là, on rentre là, puis son assistante nous avait prévu une pièce un peu comme celle-ci, mais avec plein de souliers Madden autour, parce que une des compagnies à Forsberg, il y en a comme je sais pas combien, une vingtaine, c'est de distribuer les souliers Steve Madden en Suède, fouille-moi. Fait que là, on a l'air d'enregistrer dans un magasin. Entreprise de bateau aussi. Il y a comme des smoothies, de la construction, un terrain de golf, il y a juste tout. Puis sa femme aussi est en business avec lui, elle est graduée du Harvard de la Suède, en tout cas, bref. Fait qu'on est comme dans l'équivalent d'un magasin de souliers, puis là, on s'installe ici dans une pièce comme ça, puis je suis juste sur l'adrénaline, puis lui, il rentre par une genre de backdoor. Hey, salut les gars, ça fait tantôt un café. Puis comme, pardon, t'es comme. J'allais sauter dessus, défaire sa ceinture. Mon ami, arrête. Non, mais. Fait que tout ça pour dire. On a fait le podcast, il a tout signé. On avait nos jerseys qu'on avait achetés, il nous a signé ça. Fait le podcast, il nous donne plus qu'une heure de podcast. Après ça, on jase avec lui. Il a même fait une petite vidéo de promo pour nous. Fait que. Il était tellement casual, là, genre, ouais, cool, all right, on le fait, all right. Cool, yeah, all right. Tu sais, comme c'était vraiment genre ton buddy qui est comme, ouais, sure. Ouais, non, c'est sûr, Patrick Roy, c'est quand même un gars intense, mais tu sais, genre, puis il était super généreux d'anecdotes. De la fois où Patrick Roy, il l'a pointé du doigt, puis il était comme, what the fuck. Tu sais, plein d'affaires, il était super généreux. Puis il était juste vraiment comme un dude smart. Puis quand ça finit, je suis comme, wow, ça aurait pu comme aller dans plein de directions, ça aurait pu être... il aurait pu être vraiment impatient, dire « Regarde, j'ai pas plus que tant de temps. » Il est très, très occupé, là, tu sais. Puis non, il a pris le temps c'était un peu fucked up pour lui, là, les deux Canadiens français qui arrivent du Canada pour le voir, genre, puis c'est quoi votre émission, je sais pas trop, whatever. On lui a donné comme un hoodie de tape, on a pris comme une photo comme si tu viens de repêcher un joueur. Puis non, ça a été un moment fort dans une vie. Puis maintenant, c'est disponible sur Patreon, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Tu m'en rappelles, j'avais même oublié, mais oui, on les a toutes mis sur Patreon, je pense avant Noël. Fait que, voilà. Mais ça date de quand, en fait? Ça date de
avril 2018. OK, donc ça date quand même un peu. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont intéressés, c'est patreon.com/dreadsultape si vous voulez les écouter. Sinon, il y a aussi sur notre site dreadsultape.com si tu veux juste écouter la mission. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que nous, dans le fond, la saison 1, c'était en 2016-2017. Parce que nous, on fonctionne en même temps que les saisons de hockey. Puis là, la saison 2, puis c'est là qu'on s'est dit, OK, cool, on a installé le podcast, on a installé quelque chose. Maintenant, comment on step up? Puis on a lancé la saison 2 à l'automne 2017 en disant, hey, ça vous tente-tu, guys, qu'on aille chercher Peter Forsberg? Puis là, on a lancé la campagne en même temps que l'épisode 1. Puis là, les gens ont fait oui, puis là, on a ramassé l'argent. Mais le temps de faire nos recherches, de le trouver, de prévoir le voyage, ça a été en avril, justement vers la fin de la saison. Puis on est allé à ce moment-là. Puis on a fait 8 épisodes en 10 jours sur l'équivalent de genre 1200 km. C'était assez intense. Puis, t'avais-tu l'habitude de voyager des grosses distances de même? Oui. Oui? Okay. Oui, parce que je suis humoriste. Fait que faire de la route, puis même avant ça, même, mon père vient de la Gaspésie, puis on a une maison à New Richmond, puis c'est 9 heures Montréal-New Richmond. Fait que je l'ai toujours fait depuis que je suis né. Fait que faire de la route, c'est comme ça fait partie quand même assez de mon ADN, puis j'aime ça, honnêtement. Fait qu'avec mon ami, on a débarqué à l'aéroport, on a loué un auto, on est rentré à un hôtel en vitesse parce qu'on avait un premier invité qui nous attendait là. Le lendemain, on se levait, on faisait l'équivalent de Montréal-Bécomo d'une shot. C'était vraiment tac, 8 épisodes en 10 jours, mais il faut que tu couvres un certain territoire. Puis on s'entend, là, c'était sur une petite parcelle, la Suède. Là, c'est quand même long, la Suède. Là. Puis, mais non, c'était je me souviens même plus c'était quoi la question, mais bref. Oui, c'est vrai. Fait que oui, il est disponible sur Patreon. Puis oui, c'est ça. Fait que ça pour dire c'était printemps 2018. Puis est-ce que ça te donne le goût de, à nouveau, partir en voyage dans le but d'aller recevoir un invité premium, si on veut? Ouais, ben ça a été comme un genre de step-up dans la manière de faire les affaires, puis un peu de faire des... Je pense que ça a surtout inspiré de comme ce que tu peux faire plus. C'est-à-dire, ça, c'est une affaire, c'est comme une petite bulle, mais de faire ça de manière plus peut-être régulière, puis de faire des projets autour aussi du podcast. Je pense qu'il y a tout cet aspect-là qui nous a inspiré que Tom, le gars qui a parti le podcast avec nous, on discute de comment on pourrait comme grossir la chose éventuellement. C'est sûr que, puis tu en as parlé, par exemple, de ton propre podcast, mais la raison, pas la raison, mais l'aspect aussi à tenir en compte dans un podcast indépendant, c'est le financement. Mm-hmm. Je veux dire, venir ici, louer ça ici, ça te coûte sûrement de l'argent. Pas la même raison que ça coûte de l'argent s'acheter du matériel, ça coûte de l'argent aller en Suède. Nous, la campagne de sociofinancement, on l'avait faite, on l'avait mis un chiffre pas trop élevé. Je me souviens plus c'était quoi, c'était-tu 4-5 000 $ ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis on avait été le chercher, mais c'était pas exactement suffisant. Ça a payé les billets d'avion, puis probablement un peu l'hôtel, puis peut-être une partie de la voiture là-bas, mais on avait quand même déboursé de l'argent, puis depuis le début du podcast, on a déboursé. Donc, la question à court, moyen, long terme, c'est comment tu finances ton podcast pour pouvoir faire des projets comme ça. Mm-hmm. Fait qu'en ce moment, là, déjà en 2016, quand on a parti le podcast, le mot podcast au Québec résonnait pas chez beaucoup de monde. Mm-hmm. Je me souviens, j'expliquais aux gens, pas un podcast, OK. C'est pas juste les baby boomers, là, les jeunes n'étaient pas nécessairement non plus super encore informés. Comment tu le résumais, le principe du podcast? C'était comme... C'était tout le temps comment tu l'expliquais à ta grand-mère. C'est comme une longue entrevue. Ouais, ben, tu sais, l'affaire, c'est qu'un podcast aussi, c'est que c'est pas nécessairement des entrevues. Des fois, c'est dans le fond, c'est comme de la radio numérique sur écoute, en écoute sur demande. Tu sais, que tu écoutes quand tu veux, mais c'est tough à expliquer à quelqu'un qui est comme OK, pourquoi j'écouterais ça? Puis tu sais aussi de comment l'écouter. Je sais pas si tes parents ont déjà écouté un podcast, moi comme là, c'est parce que c'est vraiment long à écouter. T'es comme moi, t'es supposé faire ça en faisant d'autres choses. Ouais, c'est comme j'ai reçu Thomas Levac, puis je l'avais envoyé à plein de monde, puis il y avait du monde qui disait je sais pas c'est qui ce gars-là, puis je vais pas regarder 2 heures de vidéo, puis j'étais comme tu peux faire autre chose pendant. C'est ça, t'es supposé faire. C'est disponible en version audio seulement. Exact. Mais tout ça là aujourd'hui c'est comme ben oui évidemment, mais comme juste 2016, ça fait pas longtemps, puis c'était comment? Puis même encore à ce jour, je veux dire, l'épisode avec Thomas, il date de comme janvier. Exact. Puis il y avait quand même cette réaction-là de la part de gens dans mon entourage. C'est ça, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de, tu sais, OK, ouais,
si ça, c'est la perception du podcast, imagine aller chercher de l'argent. Je me souviens, on contactait des gens ou des compagnies reliées à l'univers du sport qui auraient rapport avec notre podcast. Puis il y en a là-dedans que leur titre, c'était genre marketing numérique. C'est-à-dire exactement ça, de faire de la pub. Puis on était comme, ouais, notre podcast va signer au chiffre, puis ils sont comme, hein? Tu vois que c'était comme, je pense que c'est ta job en plus de savoir comme c'est quoi ça, puis comment pousser ton produit. Fait que, ça donne une idée, mais là, bref, en 5 ans, on a fait du chemin, puis la pub aussi est rendue ailleurs, puis les gens sont... Mike Ward a beaucoup fait connaître le mot podcast au Québec. Mais je pense que tranquillement, là, ça sent... Le modèle économique du podcast est en train de s'établir, alors qu'à l'époque, c'était un petit peu... Puis à l'époque, ça fait 5 ans, puis il y a 5 ans, aux États-Unis, c'était déjà supra-établi, là, les podcasts. Mark Maron, Joe Rogan, ça fait des années qu'ils sont établis, puis... je veux dire, Joe Rogan a été payé 100 millions pour aller sur Spotify. Ouais. On ne sera jamais de cette magnitude-là, évidemment, mais il y a comme un modèle économique où aux États-Unis, vivre d'un podcast, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que ça se fait. Puis oui, il y a le volume, mais on devrait être en mesure de trouver un équivalent ici. Puis à part Mike, là, Thomas aussi s'en tire assez bien, je pense. Ouais. Puis avec les Patreon, sans filtre aussi, il y a quelques podcasts. Jay aussi a un bon succès, Sam Breton, mais là, comme si ça s'en vient, mais évidemment, c'est des gens qui ont d'autres jobs, mais tranquillement, ça s'en vient, mais je pense que ça va être au cœur un peu de l'avenir de Direct sur le Tape. Là, on a de Patreon, on a de la pub aussi, mais c'est trouver une manière de financer les podcasts pour que ça soit durable. Puis ceux qui te financent, justement, ils savent pas tous que t'es humoriste en de scène. Je sais pas, c'est ça, je me demande toujours. Je suis toujours très curieux de savoir, les gens qui écoutent Direct sur le Tape, c'est-tu un gars à job qui a aucune idée que je suis humoriste? Il voit bien que je suis mongol complètement dans mes intros. Il doit se dire, le gars, il commence chaque épisode avec une petite psychose. Là, c'est quoi son... Ou peut-être même ça. Mais j'en parle quelques fois, des fois quand je sors des spectacles. Tu vois, je pense qu'en plus, récemment, j'ai comme annoncé les spectacles, finalement, ils ont été annulés à cause de la... Mais as-tu eu la chance de jouer pour ton spectacle, justement, ou t'as pas du tout eu la chance? Ben non, en fait, j'ai fait quelques petits 20 minutes, là, ici, à droite, à gauche, depuis la pandémie, je veux dire, dans les derniers mois, mais j'avais un spectacle au Terminal d'annoncer qui s'en venait, puis là, c'était comme « Ah, yes », puis là, à cause des nouvelles mesures, le Terminal a annulé ses shows, fait que là, ça a comme... casser ça. Mais j'en parle un petit peu dans le podcast, mais honnêtement, je serais vraiment curieux de demander aux gens qui écoutent Direct sur le Tape qui me connaît comme de l'humour, qui me connaît pas. La plupart des invités que je reçois, ils savent pas que je suis humoriste. Puis souvent, j'essaie de les mettre en contexte. Je suis comme, ouais, ça, je suis humoriste. Puis je le dis plus maintenant parce que ça les déstabilise. Non, ouais, genre humoriste. OK, tu vas-tu me niaiser? Hein? C'est quoi faut que tu sois drôle? C'est quoi la Parce que, non, c'est pas ça. Mais donc, pourquoi ils sont comme un peu, mais pourquoi tu me dirais ça? Si c'est pas ça, là, ça fait juste me fourrer. Tu sais comment? Fait que maintenant, je dis même plus, je suis humoriste, ils le savent pas parce que ça envoie comme trop d'informations, là, puis là, ils partent sur une vibe un peu bizarre au lieu de juste me jaser. Fait que je sais pas, mais je sais pas. Puis je sais pas aussi que l'espèce de diagramme de veine entre ça se peut que t'aimes mon podcast, t'aimes pas mon humour. Ça se peut que t'aimes mon humour, t'aimes pas mon podcast. Qui est dans quoi? Tout ça, aucune idée. Puis, d'après toi, comment est-ce que les gens découvrent ton podcast? C'est de bouche à oreille ou c'est... est-ce que vous faites de la promotion pour faire découvrir le podcast? Oui, honnêtement, honnêtement, c'est ça l'affaire avec le podcast, c'est qu'il n'y a pas un modèle. Il y a un gars l'autre jour qui m'a dit « Moi, je suis un de tes plus gros fans, tatata. » Sais-tu quand j'ai découvert? Je suis comme « Non. » Par hasard sur iTunes. Puis j'étais comme « Quoi? » C'était comme... Je pense que j'ai tapé « Sport » où il tripait sur Goon, puis là, il a vu qu'il y avait un épisode avec Marc-André Grondin. Puis là, il a écouté ça, il a fait « Ah, nice! » Il a écouté les autres. Après ça, il y en a que c'est Mike Ward, par exemple. Il y en a une couple que quand j'étais à la sous-écoute, Mike a tellement un gros reach qu'il y a des gens qui ont fait « Hey, tu sais quoi, ça a l'air ça m'intéresse. Ah, OK, même si j'aime pas ou j'aime le hockey. » Fait que ça a été une affaire... je pense qu'il y a beaucoup aussi l'aspect communauté hockey. C'est-à-dire que, tu sais, mettons que tu es dans un pool, mettons que tu es dans une ligue de garage, mettons que tu es dans... t'as des amis tripeux, vous checkez des games ensemble. Très vite, il y a comme cette espèce de dude. T'as-tu vu telle affaire? T'as-tu écouté? Il y a un gars, tu sais, la mission Forsberg, ça a été un gros coup aussi de pub. Tu sais, de comme dude, il y a un gars qui a parti une campagne où il dit qu'il s'en va chercher Forsberg en Suède. C'est comme indépendamment de système de hockey ou pas, t'es comme. Mais il est fou, quoi. Tu sais, comme, ça attire l'attention. Puis... C'est comme si moi, en tant que podcast musical, j'allais chercher Céline.
genre, tu sais. Mais Céline, c'est presque même trop mainstream. Tu sais, c'est presque comme, non, l'autre artiste... Julien Minot, genre. Qui a, genre, tu sais, exactement, tu sais, que genre, qui a marqué, mais qui a pas duré full longtemps, puis qui a un mystère relié à ça. Fait que, tu sais, justement, Julien Minot, que tu le retrouves d'une église dans le coin de Sorel. En plus, il a aidé à la réalisation de quelques albums de gens que je connais. OK, nice. Notamment un groupe qui s'appelle Zone Bambou, qui n'est plus vraiment... qui n'est plus vraiment à cause de la vague de dénonciation. Il y a eu des affaires même. Mais il n'empêche, il a aidé à la réalisation de leurs albums. Fait que ce serait accessible, mais ça serait dur à trouver. Ben c'est ça, alors que Forsberg, c'est comme, quoi, il est en Suède? Comme, tu vas aller en Suède? Genre, tu connais-tu du monde? As-tu un contact? Non, aucunement. Ça devait pas être terrorisant de se lancer là-dedans, c'est ça, personne. Ça, c'est sûr qu'il y a plein de monde. Je me souviens, genre, des gérants. Tu sais, le gérant Mike qui m'appelle. Ah, c'était hot, je suis en train de checker ça monter. Tu sais, c'est comme. Tu sais, genre, Michel, j'y parle genre aux 4 mois d'habitude, on se croise, mais là, c'est comme lui qui m'appelle. Puis il est comme, man, ça y est. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi. Fait que je pense que toutes ces petites affaires-là. Mais encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, je pense que l'aspect communauté. Comme quand les gens mettent un podcast, puis tu sais, le podcast de Retrospective, c'est pas comme sous-écoute où t'es comme, ben oui, tout le monde le connaît sous-écoute, tu sais. Je pense que si t'aimes le podcast, t'en parles à tes amis, puis tes amis en parlent à leurs amis de garage, puis sont comme, hey, il y a un épisode là avec tel gars, c'était vraiment cool, puis je pense qu'aussi, j'ose espérer qu'on a une manière de faire nos entrevues, puis qu'on parle, puis on traite d'affaires que tu vas pas avoir entendu dans ces autres podcasts, tu sais. Fait que je pense que si tu fais quelque chose d'assez plus unique ou original, les gens vont être comment, tu sais. Ça, on l'a juste entendu là quand il y a eu telle anecdote ou telle affaire. Bref, je pense que... Mais tu disais tantôt que tu avais recommencé à monter sur scène, que tu avais fait des 20 minutes par-ci par-là. Comment ça faisait combien de temps que tu n'étais pas monté sur scène, puis comment tu t'es senti de monter sur scène? Ça faisait depuis sur scène, là, tu sais, pas des shows Zoom, ça, il y en a eu, là, tu sais, mais... Sur scène. Sur scène, c'était depuis l'automne, depuis la deuxième vague, dans le fond. Fait que je me souviens, je pense que c'était au Terminal. Ce qui est ironique parce que mon dernier show avant le début de la pandémie, c'était le 12 mars au Terminal. Puis le 13 mars, c'était la fin du monde, comme tu t'en souviens. Donc, puis là, à l'été, j'avais fait quelques shows. J'ai fait 3 shows en pré-rodage parce que j'avais écrit un nouveau numéro complet avec une nouvelle chanson en plus pour le Trait d'humour. Puis là, je l'avais tapé à Québec. Puis après ça, en revenant à Montréal, il y a eu quelques shows dans les bars, au Terminal avec les plexis, puis ça a refermé deuxième vague. Et là, donc, c'était depuis l'automne que j'avais pas fait de spectacle. Puis là, il y a peut-être un mois, la boîte de prod dans laquelle je suis, Avanti, ont booké des comédies. Ils appellent ça des comic clubs avec Dominique et Martin. Puis dans le fond, c'est quelques-uns de leurs artistes qui vont faire des 20 minutes. Donc, il y avait Sam Boisvert, Dominique et Martin, moi-même. Il y a eu Simon Delille, je sais pas s'il est en production avec eux, mais bref, Christine Morancy, Danick Martineau. Fait il y en a qui s'interchangent. Mais on est allé dans des villes en dehors de la zone rouge. Donc, on est allé à Granby, on est allé à Trois-Rivières. Donc, ça nous a permis de faire des petits... Honnêtement, tu sais, je dois t'avouer, tu sais, aussi de te rappeler tes jokes, là. De comme rouvrir le cahier poussiéreux de pacing, puis d'être comme, ah oui, j'avais des... Parce que toi, t'écris à main ou t'écris... en fait, mon cahier, j'écris d'abord à la main souvent quand j'écris, mais après ça, je retranscris au propre, mais mon cahier de pacing, c'est-à-dire mon cahier de spectacle, OK, qu'est-ce que j'ai fait, quelle date, avec des notes, ça, c'est à la main dans mon cahier vraiment là, de pacing, comme beaucoup d'humoristes ont. Puis ça, de le déterrer, de faire, ah oui, c'est quoi les jours que je faisais au moment où ça a arrêté, puis même si, puis d'avoir toutes les nouvelles que tu as envie de faire, là, c'est comme juste recommencer de prendre... C'est juste de retrouver un certain rythme. T'es comme moi, je vais peut-être pas casser 15 nouvelles minutes à soir, là, dans une salle où il y a 50 personnes dans une salle de 500. À Granby. C'est ça, là, parce que tu as le droit d'avoir quelques personnes dans une grosse salle avec les mesures. Fait que non, pour vrai, honnêtement, c'était vraiment le fun parce que les humoristes, on a vraiment envie de jouer. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais les gens, ça va-tu leur tenter d'être là? Puis les gens sont vraiment contents d'être là. C'est vraiment réciproque. Eux sont comme... Tu sais, l'autre jour, je pense que je suis rentré sur scène, puis c'était pas prévu, mais j'ai juste dit, hey, à quel point vous êtes content de pas être chez vous à soir? Puis tout le monde était comme, oui! Pour vrai, oui! Comme, genre, on est tellement écœurés d'être... Tu sais, tout le monde a fini Netflix, tout le monde a fini Crave, genre... Les fans d'humour ont peut-être même fini sous-écoute. C'est ça, probablement, tu sais, les 8000 heures de sous-écoute, tu sais, puis... De juste être dans une salle où, comme regarde, en ce moment, oui, on est comme 50 sur une salle de 500, puis c'est pas l'ambiance d'un vrai show, c'est pas encore ça, mais comme juste
dis-nous des jokes, puis genre... Puis c'était la même chose pour les humoristes, comme, hey, juste merci d'être venu. C'était quand même un peu un genre de merci d'être venu. Non, vous, merci d'être venu. OK, cool, OK. On se tient là-dedans. Fait que c'était cool de faire ça. Puis Charles Pellerin aussi, je vais faire... si ça peut ils sont sûrement déjà sur date, mais Charles Pellerin et Jay Fournier ont aussi parti une soirée de rodage au Théâtre Sainte-Catherine le jeudi à Montréal, où ils en faisaient 2 par soir, mais là, il y a eu les mesures, fait que ça, c'est juste 1 par soir. Mais ça aussi, c'était une soirée de rodage. Fait que là, d'aller sur scène, casser 15 nouvelles minutes, ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis genre des lustres. Fait que ça, c'était vraiment grisant parce que ça va être comme de la gravelle, puis tu vas comme toucher le fond, puis ça sera pas parfait, mais c'est tellement excitant d'essayer du nouveau matériel, puis c'est pour ça qu'on fait ça, que ça aussi, c'était vraiment cool. Fait que tranquillement, c'est pour ça que j'espère que je vais pouvoir faire ma nouvelle heure où je veux vraiment tester à côté du nouveau matériel, que les gens sont comme « C'était weird, ça, ce que tu viens de faire? » Oui, c'était la première fois. Ben, j'irai voir ça. Fait que, puis pas la dernière, fait que, ouais, avec plaisir ça me faire plaisir de te recevoir, tu me le diras, puis je t'inviterai. Fait que, bref, c'est vraiment cool de recommencer à jouer, mais c'est encore au compte-gouttes, tu sais. C'est comme, t'as aimé ça? Attends un autre 4 semaines. Tu sais, c'est comme... Alors que par le passé, vous jouiez comme plusieurs fois par semaine, genre 5-6 fois par semaine. Ouais, puis t'as un autre rythme, tu sais, comme des soirées de rodage, tu peux jouer 2 fois par soir, tu sais. Fait que tu peux jouer 3, 4. Comment ça marche de jouer 2 fois par soir? Tu fais 2 soirées différentes? Ouais, tu finis ton numéro, tu t'en vas faire une autre soirée? Okay. Exact, mais aussi maintenant, le bordel a 3-4 shows par soir, je pense. 3 shows par soir, je pense, les vendredis, samedis. Fait que si t'es là les 3 shows bordel, t'es là 3 fois. Si t'es au bordel, après ça, tu vas faire un show à l'Abreuvoir, tu reviens au bordel, t'as l'open mic du bordel plus tard, tu sais, tu vas en faire une coupe. T'as évidemment toutes les autres soirées dans tous les autres quartiers à Montréal. Fait que c'est ça, j'ai la chance souvent de rejouer dans plusieurs endroits. Fait que ça te permet de travailler ton matériel, de l'améliorer, de toi t'améliorer. C'est un peu ça, le nerf de la guerre, de la job. Ça a été cool aussi d'avoir un petit... Genre, le temps mort de la pandémie a eu du bon, parce que je trouve que ça m'a permis de un peu réfléchir à ce que tu veux faire, de construire mon show plus par bloc, puis de comprendre plus ce que je veux. Mais autant tu as besoin, je pense, de la portion réflexion, que des fois, tu n'as pas le temps parce que tu es tellement dans l'action de demain je joue, puis tu écris, que là, ça me permet de plus réfléchir à ce que je veux faire. Mais là, il manque la portion, ironiquement, pratique, où tu fais, OK, mais faut que j'aille tester les jokes. Je peux pas savoir si... C'est pas comme écrire un livre où une fois qu'il est fini, il est fini. C'est comme, tant que j'ai pas testé, je peux pas savoir. T'sais. Mais moi, je trouve que ça a l'air terrorisant d'essayer des nouvelles jokes. Ça a l'air... Ben, la première fois, du moins, toi, t'es quand même habitué de tester des nouvelles jokes. Mais mettons, quelqu'un qui se lance puis qui essaie d'embarquer, faire des open mic, c'est un flop total. C'est tellement difficile de se relever de ça, j'ai l'impression. Oui, c'est terrorisant. Honnêtement, c'est genre le niveau d'angoisse est juste malsain. Oui, honnêtement, c'est comme... Qui s'expose à l'humiliation publique comme ça? C'est comme... pas le fun. Personne n'est assez masochiste pour dire « Hey, checker ce qui est drôle! » C'est pas drôle, hein? Fuck. Et même, il y a beaucoup d'humoristes qui exposent un peu leur mauvais pli, leurs angoisses sur scène. Tu te mets tellement vulnérable. Si ça fait un flop, c'est comme une douche froide. C'est pas agréable. Ouais, honnêtement, c'est ça. Je pense que ça fait partie... c'est pour ça que des fois, on parle entre humoristes, on se dit une chance qu'on a commencé jeune. Comme personne ne commencerait ça maintenant. Là, c'est bien trop... trop difficile ou risqué, mais le pire, c'est que non. Si tu écoutes ça en ce moment et tu veux partir, commence. Si ça tente de le faire, tu vas passer par-dessus. Mais c'est sûr que je repense à ça, je fais tu commences puis tu fais des jokes qui sont pas super bonnes, puis c'est normal, tu commences puis les gens sont comme... Mais tout ça, c'est parfait, puis c'est comme, je pense que c'est là aussi que l'expérience rentre en ligne de compte. De plus t'en écris, ben plus tu t'améliores. Donc, plus quand tu vas sur scène, c'est meilleur que la fois d'avant. Donc, je pense que tu prends une certaine aisance, puis tout ça, puis arrive un point ou un genre de threshold où tu n'as plus peur de te planter, dans le sens que juste accepter, c'est comme si un joueur de hockey a peur de rater une passe. C'est comme... Ben, il peut pas penser à ça. Là, tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que il faut juste qu'il joue, puis si tu rates une passe, mais la game continue. Tu n'es pas comme, ben là, hey, c'est ça, je suis vraiment mauvais. Ben là, calme-toi. Comme il y a un rythme à la game, puis regarde, ça continue, puis plus ça va, moins t'en rates, puis quand t'en rates, je pense que
je commençais, ou quand tu commences, tu as peur de te planter. Puis plus ça avance, tu as juste peur. En fait, ta peur, c'est de pas, je pense, aller, en tout cas personnellement, c'est de pas faire quelque chose de bon, de pas essayer d'aller au bout de quelque chose et non pas me planter. Genre, avant, quand tu commences, ça peut être la pire affaire que tu penses, mais la pire affaire qui peut arriver ce soir, c'est que je me plante. Non, la pire affaire, c'est que tu n'essayes rien. Ça, c'est la pire affaire. Plus tard, quand tu as passé par-dessus ça, c'est comme, aujourd'hui, maintenant, là, mettons, avec les soins de rodage, d'aller tester, d'aller dire des jokes que je sais qui marchent, ça m'écoeure. Alors que d'essayer des nouvelles affaires que j'ai travaillées, que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là, puis que ça marche moyen ou que c'est comme, non, c'était pas ça. Au moins, je suis pas venu pour rien. Je sais maintenant que je l'ai peut-être mal amené. Ça, c'était peut-être pas assez clair, cette gag-là. Il était B- à cause de telle affaire. Fait que là, je peux l'améliorer. Fait que c'est ça maintenant qui je pense qui m'intéresse plus que... en tout cas, faut pas que je me plante. Je pense que sinon, tu peux pas évoluer là, si tu restes à ce stade-là. Ah oui, je comprends ça. Toi, c'est à quel moment que tu t'es dit « Hey, j'ai le goût d'embarquer sur scène puis faire des jokes? » Hier. Non. Une bonne question, honnêtement. Parce qu'aussi, c'est que ça, souvent, c'est rare. En tout cas, ça se peut arriver que tu dis je veux faire ça, puis là, après ça, tu fais du stand-up directement, mais souvent, ça va prendre d'autres formes avant. Pour beaucoup, ça va être l'impro. Personnellement, moi, mon premier numéro, c'était. Parce que ça prend du guts en tabarouette faire du stand-up. Tu sais, comme il faut vraiment être un peu failé parce que t'as aucune protection, t'es tout seul avec un micro. Tu sais, les gens qui font secondaire en spectacle, en stand-up, c'est des héros, là, à mes yeux. Là, c'est, je veux dire, faut vraiment avoir. Tu sais, Jay, je pense qu'il l'avait fait, puis je suis comme, man, t'es-tu fou? C'est tellement. Tu sais, ça sera pas fucked up, là, ton numéro, comme t'as jamais rodé de ta vie. Tu sais, c'est tellement intense. T'as aucune notion de construction, les règles de trois, tu vois c'est quoi? C'est non, beau feeling. C'est peut-être une qualité aussi d'ailleurs de pas trop être familier avec les mécanismes, tu sais, pour peut-être juste comme. Peut-être qu'il y a une certaine pureté derrière. Moi, je pense que c'est drôle, puis je l'essaye. Fait que moi, ça a commencé, je pense, avec. Oui, j'ai toujours été un fan, ça m'intéressait, mais jamais je me suis dit à 15 ans, hey, je vais aller faire du stand-up. Comme, non, ça relève de la maladie mentale. Fait que j'ai fait un petit peu d'impro au cégep, mais avant ça, j'avais fait une toune pour un directeur qui prenait sa retraite, qui a été comme, d'une certaine manière, aujourd'hui, je comprends mon premier numéro d'humour. OK. Que j'avais écrit cette tune-là, paroles musique, puis il y avait des gags, puis on le faisait pour sa retraite. Fait que ça, aujourd'hui, je fais, dans le fond, c'était mon premier numéro, mais je ne savais pas, tu sais. Après ça, au cégep, je fais de l'impro. Après ça, tu sais, ça a été de prendre des cours d'écriture, tu sais, je prenais des notes, là, tu sais, à partir du cégep, je me suis mis à acheter un carnet de notes, commencer à prendre des notes sur des observations. J'avais un coloc à Vancouver qui était mon ami Julien, sur qui je prenais. T'avais un coloc à Vancouver? Ben, il y a un été où j'ai habité à Vancouver, j'avoue que je l'ai dit rapidement. Oui, c'est comment ça? Ma soeur, elle allait à l'école à Vancouver, puis elle allait à UBC. C'est une famille qui est assez dispersée, oui, on peut dire ça. Puis là, cet été-là, elle finissait son bac, puis elle s'en allait en vacances avec son chum après son bac, 3 mois en Asie. Puis, mais sauf que son loyer, il était 3 mois de libre, tu sais. Fait qu'elle dit, veux-tu venir dedans, tu sais. Puis là, moi, j'ai 19 ans. J'allais dire fringant, mais zéro fringant. Laid comme un cul. Puis, à veille de commencer à Cutane, puis je m'en vais. Mais ça marche bien. Ça marche bien à Cutane, oui. Merci à ma dermatologue Julie Powell, la mère de mon ami. Et donc, moi et mon ami Julien, on s'en va habiter un été à Vancouver. Comme tous les clichés le veulent. des gens québécois qui vont dans... On dirait le film Deux Frogs dans l'Ouest. Tu connais ce film-là, Nicolas? C'est pas grave. C'est ça le problème. Puis on s'en va cet été-là à Vancouver. C'était comme un film Deux Frogs dans l'Ouest. Mais c'est un film... Du fait que Nicole et moi, on l'a pas vu. C'est quoi? Deux Frogs dans l'Ouest, c'était tellement des référents qu'on se fait rire entre amis, mais c'est un film québécois avec genre Myriam Brûlé, je pense qu'il était dans Ramdam, que c'est comme ils vont dans l'Ouest, en Westphalia, faire du snow. C'est comme un peu tous les clichés là, du jeune québécois. Puis, mais j'avais beaucoup d'admiration pour le gars qui l'avait fait parce qu'il avait autoproduit le film, je pense. Il avait comme loadé des cartes, puis il avait payé des cartes avec d'autres cartes de crédit pour faire le film. Mais tu sais, le film, il est comme... il est pas
nécessairement, je veux dire, il est très mémorable, là, mais je me souviens plus exactement. Je me souviens plus qu'on avait acheté une copie de DVD au Archambault, il coûtait 37$ le DVD. Tu sais, quand il y en a comme 4 copies, là, puis je me souviens pour des chroniques avec Paparazzi avec 4, on avait acheté ça. Mais bref, c'est comme un peu comme, c'est que ce film-là synthétise toute l'espèce de, tu sais, le cégepien qui est comme, je m'en vais dans l'Ouest cueillir des cerises dans l'Okanagan. C'est comme, eh oui, t'es le premier. Tu sais, t'es le 800 millième, là, tu sais. Puis, fait que bref. Puis le pire, c'est que moi, étant âgé de 19 ans, je suis parti vendredi dernier, pas vendredi dernier, l'été dernier, dans l'Ouest canadien. Et voilà. Mais juste pendant une semaine avec un de mes amis. Puis, t'as-tu 19, toi? Ouais, j'ai 10 ans. Wow. Puis c'était weird. Le COVID ne traite pas ça de la même façon à Vancouver. Non, c'était comment? L'aéroport porte pas de masque. Ah non, hein? Ouais. Mon ami se fait changé. dire par une fille, t'es pas très beau avec ton masque, tu devrais pas porter ça. Ça, c'était quand? L'été dernier. Ouais, ça a dû changer, je pense, parce que je sais pas, mais le masque n'était pas obligatoire à l'été. Ça. Ouais, non, mais c'était obligatoire à Montréal. Ouais, c'est on ça. devait le porter pendant l'avion, mais comme du vol Vancouver-Montréal, il y avait du monde qui portait pas le masque, mais dans le vol Montréal-Vancouver, le monde portait le masque. J'étais comme, wow! Fait que s'il y en a qui se demandent comment se propage le COVID, c'est comme ça, les gens qui se demandent. Bref, fait que j'étais allé à Vancouver avec mon ami Julien. Puis c'était mon super bon ami, c'est encore mon ami. Puis on habitait ensemble, 2 gars de 19 ans. Fait qu'on se trouve une job chez Budget Rental Car, on lave des chars. On se demande à quoi ça sert de vivre finalement. Puis après ça, en tout cas, bref, j'ai passé 3 mois là-bas. Puis lui, il me faisait vraiment rire. Comme dans ses manies, tout ça. Puis un moment donné, c'était tellement, je me dis, mais je vais oublier des affaires. J'ai acheté, c'est la première fois que j'ai acheté je savais pas non plus que j'allais être humoriste, mais j'ai acheté un carnet que j'ai encore chez nous, un petit carnet noir Moleskine, puis je prenais en note des affaires qu'il faisait, tu sais, qui me faisaient cramper, comme une affaire qui... C'était l'observation du coup, là. Ouais, tu sais, vraiment, ça me fait, tu sais, comme, il essayait de commencer à fumer. Comme ça me faisait cramper. Il arrivait au truc, hein, il cherchait le plus beau paquet de smoke. Il allait juste à celle-là, il est beau. Tu sais, il s'assoyait après souper dehors. J'aime pas tant ça, mais tu sais, c'était malade. Tu sais, genre. Pourquoi il essayait d'apprendre de je commencer sais pas, à c'est juste fumer? c'est ça. Quel mauvais 19 projet. ans, juste des mauvaises idées. Puis là, j'avais changé de job. Où on avait des autos. J'étais allé travailler dans un liquor store, puis j'avais dit au gars, quand j'ai quitté l'autre job où lui était, genre, tu sais, je pourrais pas être dehors au soleil, comme là, je m'en faire à Cutane, puis tu sais, il faut que tu sois comme un peu. Ouais. Puis là, genre, une couple de semaines après, ce boss-là, il était allé voir mon ami Julien, puis comme ça, David, il a le cancer. Tu sais, juste comme, quoi? Ouais. Non. Genre, en tout cas, bref, puis on habitait ensemble, tu sais, c'est la première fois que je coloquais. Coloquais, c'est-tu le mot? T'habitais en colocation. Ouais, c'est ça. Je pense pas. C'est pas un verbe, je coloc, tu coloc. Non, je pense pas. Fait que, ouais, on habitait ensemble. Fait que, tu sais, toutes les mésaventures. Il était en train de faire du bungee. Il était passé à ça de s'évanouir en sautant. Tu sais, juste comme une. Quand il est remonté, il marionnette. était plus trop. Il était comme, ça va être hot. Puis comme, là, quand tu réalises c'est quoi sauter, puis t'es comme, oh my god. Puis il est juste comme, il a pas sauté dans le vide, il a tombé dans le vide par en avant. C'était malade. Tu sais, fait que tout ça, pour ça, c'est là que j'ai commencé à prendre des notes. Avec l'impro, avec tout ça. Puis après ça, à l'université, là, j'avais pris des cours du soir à l'école de l'humour, d'écriture. Fait que, tu sais, t'additionnes toutes ces petites affaires-là. Tu sais, tu m'aurais dit à 16 ans, tu vas monter en stand-up. J'aurais fait comme t'es fou, tu sais. Puis mon premier show d'humour, moi, je l'ai fait à l'école de l'humour. T'es-tu de nature timide? T'es de nature assez... Non, je pense pas que je suis timide, mais genre, je suis pas... je pense pas non plus que j'étais comme... genre, je sais qu'il y a des gens qui souvent ils disent les humoristes, c'est le class clown, là, c'est le petit comique de la classe. Pas nécessairement. Souvent, ça va être la personne qui aime ça faire rire les 2 personnes assises autour de lui. Mais celui qui gueule dans la classe, c'est un peu gossant. Ouais, parce que souvent, celui qui gueule, il vient se faire compter une joke par quelqu'un qui l'a dit à 2 personnes, puis il a dit je vais répéter pour avoir un gros rire. Ouais, comme le sketch de Key and Peele, je sais pas si t'as déjà vu ce sketch. Non. C'est comme on dirait que c'est comme ça synthétise exactement comme la phobie d'un humoriste. Hey, c'est ma joke. Mais ça m'est arrivé comme 10 fois à chaque mois à l'école secondaire. Lui, c'est ça. C'est comme lui, il représente le showbiz. Puis l'autre représente le craft. Il faut juste que l'autre ait l'audace d'aller le faire lui-même. Fait que, bref, ça pour dire toutes ces affaires-là ont mené à mon audition à l'école de l'humour. Puis quand je suis rentré, mon premier show d'humour, c'est le show de fin de session de la première session de l'école de l'humour. Moi, j'avais jamais... Tu sais, Jay avait fait un petit peu cégep secondaire en spectacle. Il avait été dans un bar. Tu sais, je fais comme... Moi, je suis comme... Comment ça, tu savais que ça existait, les bars? Comment t'as écrit au gars? Tu sais, dans ma tête, c'était...
Puis Catherine Levac, même chose. Son premier show d'humour, c'était dans un bar à l'automne de l'école de l'humour sur Saint-Denis. Puis Sam Breton, lui, ça faisait des années qu'il faisait des mariages. Lui, il vivait déjà de ça. C'était comme quoi? Comme, on n'était pas pantoute au même endroit. Fait que, n'eût été, il y en a qui critiquent beaucoup l'école de l'humour pour plein de raisons, puis c'est toujours en évolution, mais moi, l'école de l'humour, ce que je trouve aussi, c'est que ça permet de te mettre dans un contexte sécuritaire, mentalement, et de te mettre dans un contexte où tu peux sauter, puis il y a du styramousse, dans le fond. Pas te casser tous les os du corps. Fait que c'était comme un peu comme, OK, cool, on dit des jokes le vendredi devant nos amis, puis là, on s'améliore tranquillement, tu sais. Fait qu'il y avait ça, mais avant ça, des fois, je me disais, si l'école de l'humour n'était pas là, est-ce que moi, je ferais ça? Est-ce que Kat ferait ça? Peut-être oui, peut-être différemment. Peut-être qu'on serait rentré par une autre porte. Sam, il le ferait, pas mal sûr. Sam, il serait en train de casser des nuques à dire des jokes. Tu sais, il n'y avait rien qui l'arrêtait. Lui, mais Sam, il y a ce côté-là aussi un peu la vieille école aussi. Tu sais, c'est un gars qui aurait pu être humoriste dans les années 90. Comme il y a comme... Il y a un côté, je ne dis pas Claude Blanchard, là, mais il y a un côté de genre, tossez-vous de là, ça va y aller. Tu sais, comme. Fait que, dans ce cas-ci, Jay a une autre approche. Bref, ça pour dire, c'est ça qui fait que tranquillement, mais je pense que ça s'est fait, mais c'est pas comme si. Je pense que quand j'étais jeune, je me souviens, le premier numéro que j'avais pris conscience, c'était Anthony Cavana, que j'avais vu qui était comme Rachid Badouri, mais de l'époque d'avant. Fait que quand t'es jeune, t'es comme l'aspect performance qui était très, très impressionnant. Mais surtout que lui, c'était vraiment une performance quasiment ce qu'il faisait. Ouais, vraiment. Plus que des gars, il y avait tout un... Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment... C'était vraiment... les Français l'appellent le showman. C'est le showman à l'américaine. Et pour eux, c'est les États-Unis, c'est Anthony Cavana. Ils sont comme... Ça, c'est le showman à l'américaine. La variété, il peut chanter, il peut faire du beatbox, il fait des jokes, il peut jouer, il peut... Fait que c'était vraiment ça. Fait que c'est là que j'avais pris conscience, mais c'est vraiment avec les années que ça s'est transposé en pratique, puis pas d'une shot, tu sais. Puis je le dis parce qu'il y en a peut-être des fois qui sont comme, ben là, comment ça se fait que moi, mais tu sais, des fois, ça se fait... T'as une affaire que t'écris, tu sais, c'est con, mais tu sais, commencer à écrire des sketchs dans le cours de français ou d'anglais, tu sais, ça commence tranquillement, ça évolue à une toune, ça évolue à l'impro, ça évolue. C'est comme si tu vas chercher de la confiance petit peu par petit peu. Puis, tranquillement, te ramasses humoriste. Ben oui, puis comment est-ce que tu dis justement que la première chose que tu as fait, le premier sketch que tu as fait, c'était une chanson. Ouais. Toi, tu as comme un petit bagage musical. Je sais pas si tu as étudié en musique, mais n'empêche, tu fais de la musique. Ouais. Puis, c'est à quel moment tu t'es dit, je vais implémenter cet aspect-là dans mon humour? Ça a été assez... ça a été plus inconscient que ça. Je pense que c'était assez simple. C'était comme... les gens que j'écoutais, les gens que j'aimais, que ce soit les Chicken Swell, les Denis, The Lonely Island, Flight of the Conchords, Bo Burnham, tous ces gens-là, il y a toujours été, RBO le faisait. L'aspect musical, il a comme toujours été... C'est toujours quelque chose de François Pérusse. François Pérusse, j'adorais ses tunes aussi quand j'étais jeune. Fait on dirait que c'est comme... J'ai toujours adoré ce véhicule-là, puis je me suis jamais dit, genre... OK, je vais faire... C'est juste comme... C'était juste, on dirait, ça allait de soi. Puis... oui, c'est ça. C'est quelque chose qui amène, qui est comme une autre manière de faire, qui vient moduler, qui permet beaucoup d'autres possibilités de traiter de gags ou de sujets de d'autres manières. Il y a un véhicule aussi performance avec une toune qui te permet de faire des choses qu'en stand-up, ça serait trop dry. Fait que ça donne un outil de plus, mettons, pour à plein de niveaux, dans un spectacle, dans le rythme, pour... bref. Utiliser ça. C'est quoi exactement ta question? C'est à quel moment tu as décidé c'est ça. Je pense même ça n'a jamais été aussi... C'est comme si ça a toujours été comme... C'est souvent pas si réfléchi que ça. C'est souvent très instinctif. Puis tu sais, j'ai commencé à jouer la guitare au secondaire. Puis c'est juste que ce format-là m'intéressait beaucoup. Puis de faire en aiguille, encore une fois, ça s'est fait comme naturellement. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de commencer à jouer la guitare, justement? Je pense que c'est... j'ai toujours été quand même un gros... consommateur de musique. Mon père écoutait de tout. Il nous avait initié à beaucoup de ça. Fait c'était comme... Quand j'étais jeune, j'ai fait comme tout le monde. On m'a inscrit au piano, puis j'ai arrêté, comme tout le monde, parce que t'étais comme forcé à jouer ça. Fait que c'est comme... Ça te crée un espèce de premier rapport un peu weird. Au lieu d'être comme « Ah, c'est nice, le piano! » T'es comme « Ah, pourquoi je suis obligé de faire ça? » Fait que là, ça crée ça. Puis après ça, mais j'aime trop la musique. Puis au secondaire, t'arrives, puis là, le monde, tu sais, jouer de la guitare, ça, ou tes amis, ça part des bands, puis t'écoutes du punk, ou t'écoutes ci, t'écoutes ça. Puis là, c'était comme, t'es assis dans un casier en train de jouer du... Fait que là, j'ai fait, ça pourrait être cool, puis je voulais jouer du drum, en fait.
Ouais. Je voulais jouer du drum. Je veux Tout le encore monde veut jouer du drum. Ça a l'air cool, ça a l'air le fun. Je veux encore jouer du drum. Genre, je suis pas encore assouvi cette affaire-là. Il va falloir que je me quand je vais avoir plus que 10$, je vais m'acheter un drum. Puis je vais jouer une année longtemps au chalet. Puis c'est sûr que une année, je vais faire ça. Mais mes parents étaient oui, un drum. C'est tout le temps la raison pour que le monde joue pas au drum, justement. Impossible que tu joues du drum. Fait que ma mère m'a dit je pense qu'il y a une guitare dans le garage. J'étais comme, une guitare dans le garage. Il y a des vieilles bottes de ski. Mais puis on est descendu dans le garage. Puis mon père, il avait une vieille boîte en carton. Puis il a sorti une guitare, genre de guitare classique avec des cordes pétées. Et comme, non. Guitare à Gilles, ça. Gilles, c'est le frère à mon père. Ben, ça, c'est une guitare. Fait que là, on l'a. J'étais comme, une guitare dans le garage, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on l'a amené chez Kits Music, il y a un petit magasin dans Saint-Léonard, pas loin de chez nous, avec le monsieur le plus gentil au monde qui s'appelle Tony. Puis, hey, comment ça va? Cool. Toujours Chaume FM qui joue en background 24/7 à l'année. Puis il est juste comme vraiment nice, puis il est comme pas de trouble. Il m'a mis des cordes. Puis j'ai pris des cours à mon secondaire, puis les cours, c'était sur l'heure du midi. Fait que là, j'arrivais avec ma guitare, pas d'étui, comme une espèce de tout croche. Puis le gars était comme, mais voyons. C'est toi. Puis là, déjà plus présentable que dans une boîte en carton. Ben, c'est ça, c'est encore drôle. Puis là, j'ai commencé là. Puis mon prof, c'était. Son nom, c'est David Bussière. Puis dans le fond, lui, c'est le gars d'Alpha Rococo. Mais c'était avant Alpha Rococo. C'est la moitié masculine. Puis évidemment, l'autre, c'est sa blonde. Puis lui, c'est comme des artistes. Là. Sa sœur, c'est Pascal Bussière, la comédienne, qui était super populaire à ce moment-là aussi. Puis, dans le fond, lui m'a comme appris la guitare. Puis ça a été comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, au secondaire, là, c'est le temps là, de commencer à apprendre des trucs. Là. Ouais. Puis des fois, t'es comme, mais là, je suis rendu vieux. Non. Tu t'y mets maintenant, dans 3 mois, tu joues de ça. Là, puis arrive, Roy Desmarais, j'ai juste commencé à jouer au piano au cégep. Wow. Dans un cours complémentaire. Tu sais, c'est comme. Non, si tu t'y mets là, dans pas long, là, on a une histoire assez particulière, assez similaire, en fait, par rapport à l'apprentissage de la guitare. Moi, je commençais à jouer de la guitare en secondaire 4. Mon prof d'anglais, il avait tout le temps 2 guitares au-dessus de son bureau qui étaient exposées. Ah ouais, il disait, les midis, venez dans mon bureau, venez chiller. Puis à un moment donné, il m'a dit, prends ça. Il y avait quelqu'un qui jouait du piano, il m'a dit, joue. Puis j'ai fait n'importe quoi. Puis ensuite, il m'a appris peu à peu. Puis à la fin de l'année, c'était moi qui apprenais des tunes. Puis c'était... Tu l'as dépassé si rapidement. Ouais, mais il était pas très bon. Non, mais il avait visiblement la meilleure attitude au monde. Genre, commencer, yes. Ça, tu lui dois un instrument maintenant. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à jouer la guitare. Puis je pense aussi que l'affaire avec les instruments, c'est que souvent on impose ça à quelqu'un, mais l'aspect plaisir est tout enlevé. C'est pour ça que je pense que les gens qui jouent de l'instrument en jouent, c'est parce qu'ils commencent à jouer parce que ça leur tente, puis ils jouent des tunes. Tu sais, t'es au secondaire, tu joues des tunes. Mettons, tu tripes sur Bob Marley, tu commences à apprendre les tunes de Bob Marley, les tunes des Beatles, les tunes de Malajube. Mais c'est ça qui fait que c'est hot, puis tu commences à jouer. Fait que s'il y en a qui veulent faire apprendre des instruments à leurs enfants, juste enlevez pas l'aspect plaisir parce que ça marche jamais. Ouais, puis tout le monde lâche le piano. Joue du piano, c'est pas le fun. On est 4 enfants chez nous. Les 3 premiers, on s'est fait mettre au piano. On a tout arrêté. Ils n'ont pas inscrit mon frère, le plus jeune. Mon frère ado, il est comme, hey, j'aime ça jouer du piano. Puis il joue du piano à cette heure. Tu vois-tu le système, comment il est contre-productif? Exactement. Il faut que ça vienne il faut que ça vienne de l'individu. Il faut que ça reste le fun. Je vais apprendre des gammes avec une sœur qui avec ses Kleenex dans sa manche, avec une menthe qui tape ses doigts. Parce mais tu sais aussi, il y a aussi ce désir de s'exprimer. Puis tu sais, au primaire, c'est peut-être moins présent d'utiliser un médium pour s'exprimer comme la musique. Rendu au secondaire, tu as comme le goût de faire de quoi. Fait que tu te mets sur la musique. Mais tu sais, quand tu as comme 6-7 ans, tu veux juste jouer au hockey dehors. Exact. Tu veux pas te faire taper ses doigts avec une règle. Exact. Fait que, ça pour dire. Mais toi, c'est quoi la musique, admettons, qui t'a fait le plus triper, tu penses, de tous les temps? Une grosse question. Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'as combien de temps? On a bien du temps. Vas-y. Ben écoute, ça pourrait pas être une réponse qui dure 8 heures, mais comme je te dis, j'ai eu la chance d'avoir... ça, j'en parle souvent avec des amis où quand je rencontre du monde, je dis hey, qu'est-ce que tes parents écoutaient? Puis il y en a des fois comme, mes parents écoutaient rien. Puis je me pardon, comme genre... C'est légal, ça? Puis moi, mon père, c'était comme, OK, country... Bon, ben, si tu veux, je peux répondre à la question. Oui, c'est ça. Toi, tu peux tes parents écoutaient de musique? Moi, mon père, il écoutait bien des Beatles, sinon des espèces de
des fanfares. Et ma mère écoutait bien du Dépêche Mode. Des fanfares? Ouais, des fanfares. Ça va demander plus d'explications que ça. Tu l'as dit trop rapidement. Mon père écoutait des fanfares. Ma mère... Non. On va revenir au bout où tu vas nous expliquer c'était quoi des fanfares. Tu sais, le monde qui se promène dans les grosses allées avec des tambours, des affaires de même. Ouais, écoutez ça. Mais genre... À la télé? Ouais. Mais il tripe ses parades. Il capote sur le concept d'une parade. Fait que dès qu'il y a une parade, il l'écoute. Toutes les années, il enregistre sa télé le Rose Bowl parce qu'il veut pas voir la game de football. Il veut voir la parade qui suit. Mais la question, c'est est-ce que des fanfares, ça existe en audio seulement? Je pense que oui. Mais ça doit être catastrophique dans le sens que c'est l'aspect visuel de gens qui se promènent dans la rue. Juste entendre genre... pas sur le temps de quelqu'un genre de 18 ans qui finit son cours en cymbales. Tu sais, genre, lui, écoutais-tu des CD de fanfare? Il écoutait des reprises de parades, en fait. C'est ça qu'il regardait beaucoup. J'aimerais qu'on arrête le podcast et qu'on recommence juste sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui est possible, peut-être? C'est malade, des fanfares. Ouais. Qu'est-ce que ton père écoutait? T'as fait genre une règle de 3. T'as dit, mon père écoutait genre les Beatles, quelque chose, puis des fanfares. J'adore ça parce que c'est même pas un genre, c'est juste comme un fléau, les fanfares. Un fléau? Non, c'est juste que, genre, mais Beatles, super bonne base. Je pense que tout le monde devrait écouter. Les gens qui découvrent pas les Beatles, sont adultes, non, j'ai jamais... c'est inacceptable. Ben oui, il faut que tu regarde. rattrapes. Non, moi, je sais pas écrire. Je trouve l'alphabet, c'est ta gueule. Tu sais, tu sers pas personne en ce moment. Tu sais, moi, je pense... Même si tu refuses d'écouter des Beatles au début, ils vont revenir dans ton chemin éventuellement. Ouais, moi, j'ai refusé d'écouter les Beatles quand j'ai appris à jouer de la guitare. Puis comme, là, maintenant, ma copine, elle ne met que des Beatles. Je suis comme, je n'ai pas le choix. Exact. J'admets, c'est des bonnes tunes. Exact. La base. N'essayons pas de fuir la base. La qualité va toujours gagner. C'est pas cool de pas aimer Beatles. C'est juste, tu retardes tout le monde. Bon. Ta mère écoutait quoi, t'allais dire? Du Dépêche Mode, du Tears for Fears. Enjoy the silence. Oui. Du Tears for Fears. Les années 80, New Wave. Années 80. Était bien gros dans tout ce qui est discothèque, capotait là-dessus. C'est pas mal ça. C'est une bonne base, tu vois, comme tu as été mis en contact avec des trucs, tout ça. Ça me fait toujours rire. Moi, mon père avait mon père écoutait aussi sur Nat King Cole, Frank Sinatra, les classiques. Mais là, c'est riche. Tu as un background riche d'être mis en contact avec des trucs. Ça me fait toujours rire. Ce qui est comique, excuse-moi de t'interrompre, ce qui est comique, c'est que naturellement, je suis retourné vers ces bases-là. Comme en secondaire 5, pendant mon été, j'étais comme, hey, je vais écouter Frank Sinatra. Puis j'ai écouté les meilleurs hits de A à Z. Puis comme, encore à ce jour, je suis capable de chanter la plupart des tunes de Frank Sinatra. Juste parce que, naturellement, je retournais vers ça. C'est un grand Frank Sinatra. Puis d'ailleurs, il y a un podcast, c'est This American Life, sur Frank Sinatra, qui est un très bon épisode sur pourquoi ce gars-là incarnait comme tellement d'affaires en même temps. Si tu avais la chance d'aller écouter ça. Puis c'est comme la série documentaire sur Frank Sinatra. Il y avait 2 épisodes. Ah, ça c'est sur... je sais pas. C'était à la télé. Mais parce que j'habite avec mes parents, fait que j'ai encore le câble. Est-ce que tu regardes souvent des fanfares avec papa? Rarement. Viens t'asseoir. Regarde, il lance une baguette dans les airs puis il flippe. Mais c'était un rituel avec mon père quand il y avait des événements puis que sa mère venait. Il enregistrait et gravait en version CD des parades pour les donner à ma grand-mère. C'est la chose la plus dérangeante que j'ai entendue de ma vie. Et je suis dans le milieu de l'humour, là. C'est pas peu dire. T'as-tu déjà reçu ton père au podcast? Je pense qu'il faudrait qu'on commence par comme j'ai écouté un podcast avec Michel Courtemanche récemment, un podcast qui a été enregistré ici avec les gars du Sans Fil. Puis, comme, tu sais, il est comique, ce gars-là. Ouais. Mais j'ai pas ri une fois parce que c'est mon père. C'est comme, il est pareil. Il est identique. OK. Là, t'es en train de dire que ton père, c'est Michel Courtemanche? Non, c'est pas mon père génétiquement, mais il est identique. Il a les mêmes... Mimiques. Ou même mimiques, même méthode. Fait que j'ai pas ri parce que je suis habitué, j'ai ça chez nous. Ah ouais. Ton père est cartoonish. Extrêmement. Ton père a-t-il l'élasticité faciale de... Non. Par contre, ça, il l'a pas, mais c'est un showman, comme on dit. Un showman à l'américaine. À l'américaine. Ben oui, Frank Sinatra. Do-ba-do-we-do. En plus, mon père, il a été à la même école secondaire que Martin Matt. À Laval? Ouais, à Laval. Collège Laval? Ouais, à peu près. Il avait 2 ans de plus que lui. Puis à un moment donné, il avait fait un show d'humour. Puis comme des années plus tard, il a recroisé Martin à l'aéroport. Puis Martin Matt, il a dit « Hey, toi, t'as fait un show au secondaire, ça m'avait bien marqué. » Apparemment.
Là, c'est encore les dires de mon père. Ton père est la plus grande influence de Martin Matt. On va pas dire ça, mais une des. Donc, moi, je le dis. Il faudrait que tu reçoives Martin Matt ici pour lui demander. Et mon père. Et ton père, oui, en même temps. Puis, c'est drôle, c'est des affaires des fois qui te marquent à cet âge-là. Ouais. Ton père est pas allé. Ton père, c'était pas une carrière qu'il Il est allé en comptabilité. Aïe. Mais en même temps. Mais c'est le clown de la comptabilité. Il est tout le temps. Chaque fois qu'il est dans un bureau, c'est lui qui veut faire rire le plus. Il fait tout le temps ça. Le comptable comique. Ouais. Ça sonne comme le pire cauchemar, mais en même temps, peut-être que c'est quelqu'un de super le fun, mais tu sais, on dirait qu'est-ce qu'on imagine. C'est le gars qui est comme Hey! Comptable comique qui tripe sur le baseball. C'est le meilleur agencement possible. Comme son bureau, il y a des casquettes de baseball partout. Il y a le gros logo de San Francisco. C'est SF, puis nous, notre nom de famille, c'est Sanche. Fait que c'est Sanche fiscaliste. C'est pour ça. Oh my God. Il a l'air de la personne qui part le moins de batailles En au effet. monde. Il est très gentil. Il sonne comme la personne qui dit le moins Hey, toi! Ouais, toi! Il a l'air de quelqu'un qui dit jamais ça. Ouais, en effet, il est pas ça. Mais bref, gros détour sur ma famille. Ben oui. Toi, t'as grandi dans quel environnement musical? Moi, une piquerie dans le coin. Non, moi, c'était. Écoute, musicalement, mon père, il y avait une sacrée collection. Écoute, ça allait du country, jazz, pop, rock. C'était vraiment opéra, classique. C'était vraiment la totale. Puis, je suis très content. Mon père aussi adore les musicals. OK. Je l'ai jamais vu enregistrer aucune fanfare. On va changer ça. Ouais, genre, je comprends pas pourquoi. Mais non, c'est ça. Fait que il y avait cette affaire-là de comme. Il y avait tout le temps de la nouvelle musique, tout le temps. Il était au fait, il achetait les nouveaux CD québécois, international. Donc, il était c'est quand même ça coche relativement. Puis ça fait que. Tu sais, mon père avait. Il y avait un monsieur qui vendait des voitures, puis il avait dit une phrase en ligne, genre, hey, toi, à la maison, qu'est-ce que tu écoutais? Puis le monsieur avait dit, chez nous, aucune musique. C'est la phrase la plus terrifiante que j'ai jamais entendue de ma vie. Chez nous, aucune musique. T'es comme, qu'est-ce que t'écoutes, genre, le sang de tes veines couler? C'est quoi, tu sais, c'est l'affaire la plus. Écoute, l'eau se verser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quelque chose de. Fait que non, nous, c'était comme assez vivant de ce bord-là. Fait que c'est quelque chose qui, même à cet âge-là, tu t'en rends pas compte, mais qui te nourrit beaucoup, tu sais. Puis des fois, je réalise aussi, OK, comme musicalement parlant, j'ai peut-être un petit peu plus. Tu sais, ça nourrit aussi une certaine curiosité intellectuelle, culturelle. Tu sais, puis mon père, il lit de manière boulimique, là. C'est comme, tu l'enfermes dans une pièce avec un livre. C'est quelqu'un de cultivé. Ouais, vraiment, tu sais, puis qui nourrit ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que toi-même, tu cultives énormément sur le sujet qui t'intéresse. Ben, c'est ça. Le sujet qui t'intéresse. Il doit t'avoir transmis ça. Ben, je pense aussi, quand quelque chose t'intéresse, tu vas t'informer là-dessus, tu lis là-dessus. Tu sais, je parlais à des amis une fois, hey, telle affaire. Ouais, tel film, savais-tu que telle affaire, puis c'était réalisateur. Ouais, comment ça, tu sais ça? Ben, j'ai aimé ça, fait que j'ai été lire dessus après. Puis j'ai un ami qui m'a dit, c'est vrai, j'ai pas ce réflexe-là. Je fais, tu sais que moi, si automatiquement, je viens de finir un truc, je vais voir si j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça, ou je vais lire là-dessus, puis je suis comme, pourquoi ce réalisateur-là, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, c'est quoi son truc, ça s'inscrit dans quel mouvement, tu sais, puis je le fais pas pour personne d'autre que mon propre intérêt, là, tu sais, fait que ça, c'est quand même des affaires qui sont cool, puis musicalement, ça donne quand même une bonne, un bon fond de comment je pourrais dire, tu sais, ouais, culturel, là, dans le sens des références culturelles, ça t'en donne une certaine panoplie, tu sais. Puis c'est plus en vieillissant avec mes amis aujourd'hui que je suis comme, OK, dans le fond, je pense que j'en connais un peu plus que la moyenne parce que j'ai tellement été là-dedans. Puis quand j'avais justement 19 ans, puis j'étais à Vancouver, puis que Vampire Weekend sortait leur premier album, puis que j'étais à côté là-dedans, là, puis j'étais comme, all right, cool, le nouvel album de ça. Je traînais dans les disquaires, tu sais, comme. Ça n'existe même plus, les disquaires. Là, je veux dire. Fait que, bref, ça a l'air de rien, mais c'est je pense que je considère pour un artiste que c'est comme un peu ton alimentation. Tu sais, un sportif, c'est son alimentation. Tu sais, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange. Puis, est-ce que ce que tu manges te donne du talent? Non. Tu sais, c'est pas ça qui fait que, tu sais, Ovechkin est meilleur qu'un gars mais ça, quand même, ça t'aide à. C'est comme un peu. Ça te dirige. Ce que tu manges, c'est ce que tu digères, donc c'est ce qui sort de l'autre bord. Donc, tu sais, ça reste que c'est là-dedans que tu vas quand même chercher beaucoup de nutriments, beaucoup de tes vitamines, si on veut. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que c'est quand même, tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est hasardeux que Louis-José Hood, c'est un des gars qui lit le plus, tu sais. Est-ce que ça fait que, est-ce que s'il lisait moins, il serait
pas bon. Non, évidemment, c'est pas aussi clear-cut que ça, mais ça le nourrit dans le vocabulaire, dans le storytelling, ça nourrit à plein niveaux. Puis ça, c'est juste un exemple avec les livres, mais la musique, les films, je pense que ça aussi, tu sais, je pense qu'il faut pas fermer les œillères sur juste ta discipline. Ah, je fais de l'humour, je regarde juste de l'humour. Mais tu devrais checker d'autres trucs, tu sais. Tu sais quoi, c'est pas... Daniel Bélanger, je pense, qui disait est-ce que la musique te nourrit? Puis fait non, personnellement, c'est beaucoup plus les arts visuels. Lui, c'est les arts visuels qui viennent l'accrocher puis qui l'envoient sur des pistes qui nourrissent sa musique plus que juste d'autres musiques, tu sais. Fait que tout ça, je pense, pour des artistes, je pense que c'est quelque chose à quand même considérer. Ben David, je vais pas prendre plus de ton temps. Merci infiniment pour la petite discussion qu'on a eue. C'est vraiment le fun. Plaisir. Puis quand tu vas aller faire ton petit show au terminal ou n'importe où, quand tu seras sur scène, tu me le diras. Puis... J'adore, t'as dit ton petit show. Ouais. Puis ça fait... Excuse-moi. Non. Ça fait rire parce qu'à un moment donné, ça m'a rappelé qu'à un moment donné, j'étais dans un party avec des gens de mon secondaire, genre, puis c'était comme une couple d'années, plusieurs années, je pense que j'étais comme à l'école de l'humour. Puis il y a une fille qui était venue me voir, puis elle m'avait dit puis, comment ça va tes petits shows? Puis la fille à côté avait dit c'est quoi ton hostie de problème? Toi, c'est genre, c'est ça sa job. Je sais qu'il fait je sais pas, moi. Excuse-moi. Bref. Non, je fais rire parce que je sais que toi, c'était dit comme avec une candeur et il y avait quelque chose de pur et de beau là-dedans. Merci. Mais toi, es-tu à l'école? Là? Ouais, je suis au cégep. Ah oui? En quoi? Je suis en gestion de commerce, mais je ne pas, fait que je fais un podcast sur le côté. C'est correct, ça. T'es à l'âge où tout est possible. En effet. Mais dans 3 ans, c'est fini. C'est pas vrai? Hey, merci. Simon-Pierre? Exactement. Merci. À bientôt. À bientôt. Yeah. Yeah.